Jackie, si quelqu'un tombe sur cet épisode, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour l'inciter à rester nous écouter? Bonjour Cédric, donc la question est difficile dès le début, mais en tout cas, je dirais plutôt oser proposer des missions et peut-être des missions un peu en rupture dans vos organisations. En tout cas, oser y aller. Garder le cap aussi, parce que des fois il y a des hauts et des bas, mais en tout cas quand vous vous lancez, allez jusqu'au bout. Et je terminerai par construire aussi progressivement votre propre modèle de management. Je crois beaucoup et c'est évolutif. Voilà, donc, ok, intéressant. On va voir ce que ça veut dire. Avant tout ça, j'aimerais bien que tu nous donnes ta grande mission, tes valeurs, ce qui te guide un petit peu dans la vie et qui influence tes actions quotidiennes. Les trois valeurs que moi je porte au quotidien depuis des années tournent autour de trois axes. Vraiment le respect, l'engagement et l'entraide. C'est vraiment quelque chose que je porte depuis des années et qui génère en fait pour moi de la confiance. Pour moi, la confiance n'est pas une valeur en tant que telle qu'on peut afficher sur les murs. C'est bien plus compliqué que ça. C'est vraiment l'aboutissement de tout un travail. Voilà, donc je resterai là-dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pour moi, le management, c'est aussi un métier. Des fois on l'oublie. Je l'ai compris assez rapidement parce que j'étais manager assez jeune. Et troisième point, mais on le verra aussi quand je parlerai un peu du management de transition, l'importance de la continuité managériale dans les équipes. Voilà. Ok. Super, ça me va bien. Ça me paraît vraiment bien intéressant. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre dans justement le vif du sujet, te présenter en quelques mots, un petit peu, nous raconter d'où tu viens et ton job et ce qui va certainement te permettre de nous relater quelques techniques ou quelques méthodes et quelques anecdotes. Ouais, donc je m'appelle Jackie Elzelter, je suis alsacien, ça s'entend peut-être un petit peu. Un petit peu. Je suis ingénieur de formation. J'ai un parcours assez court au début dans une multinationale allemande et j'ai rejoint un beau groupe EDF où je travaille actuellement, enfin depuis plus de 25 ans, notamment dans la partie hydroélectrique. Voilà, donc on parle vraiment un peu barrage aussi. Et en fait, assez rapidement, je crois au bout de 2 ans, j'ai fait un choix. En fait, j'étais plutôt profilé technique, mais j'ai fait un choix de partir plutôt sur des voies managériales. Je pense qu'à l'époque, il y a 25 ans, je devais être un des plus jeunes managers à EDF Hydro. Maintenant, c'est plus courant, mais à l'époque, c'était beaucoup moins courant. Voilà, donc je me suis retrouvé immergé en fait dans des collectifs allant de 30 à 40 personnes à 25-26 ans et du coup au début en fait on est jeune, on est face à des salariés qui ont l'âge de nos parents et en fait j'ai dû assez rapidement faire abstraction de l'âge. C'est aussi un sujet récurrent parce qu'on verra tout à l'heure que j'accompagne aussi des jeunes managers en prise de fonction. C'est toujours une question qui revient. J'ai aussi appris, je pense, à écouter beaucoup au début, faire confiance parce que c'est bien les salariés qui ont les compétences, la technique, connaître les salariés. Moi, je mise beaucoup aussi sur les compétences individuelles des salariés et essayer de les mettre au profit du collectif et de la performance. Toi, tu parles souvent du grand R, du résultat, mais on en parlera aussi, je pense. Et après, je vais vous faire grâce de tout mon parcours, un peu à EDF, on bouge assez souvent. Donc, on va dire, je vais citer les deux extrêmes. J'ai travaillé dans les Ardennes, du côté de Charleville-Mézières et aussi du côté toulousain et des Pyrénées. J'ai traversé un peu la France dans des équipes allant de 15 à 250 personnes à peu près. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé comme vous l'imaginez, dans des comités de direction pendant plus de 20 ans. Et après, j'ai fait un choix de carrière il y a 2 ans, en fait, à 54 ans, de rentrer dans une phase de transmission, je vais dire ça comme ça, et d'accompagnement des nouveaux managers. Je dis les nouveaux parce que c'est pas que les jeunes, il y a aussi des nouveaux managers avec 3 principales missions que je me suis données. La première, c'est vraiment d'accompagner les nouveaux en prise de fonction, donc des postes managériaux, sur les 3 premiers mois, de manière très opérationnelle. Ensuite, je monte d'un cran, je fais beaucoup de missions d'appui conseil dans les équipes où on va dire le modèle que j'ai développé, je reste 3 fois 3 jours dans les équipes. Après, je leur produis un rapport écrit que je présente systématiquement à tout le collectif sur l'organisation, le management, bien sûr, la maîtrise des risques et la partie plus technique, exploitation et maintenance. Et quand je remonte encore d'un cran, je fais du management de transition dans les équipes où je reste
en général entre 4 et 8 mois. Donc, je prends la responsabilité de l'équipe. C'est des équipes qui vont pareil de 15 à 30-40 personnes. Voilà, sur une durée qui peut paraître longue, mais en même temps court aussi, parce que quand on fait des transformations managériales, il faut que j'arrive à le caser en fait dans cette cadence-là. Et après, mon obsession, bien sûr, c'est de préparer le terrain pour le nouveau manager qui lui restera dans la durée. Okay. Quand tu fais du management de transition sur des équipes de cette taille-là, ça veut dire que dans les équipes, il y a des managers. C'est-à-dire que tu as à la fois des gens qui n'ont pas de management, mais tu as aussi les managers de ces gens-là. C'est ça. Donc, en général, dans ces équipes, oui, je vais appeler ça les adjoints, parce qu'on a notre terminologie propre. Donc, j'ai 2, 3 ou 4 adjoints. Ok. Est-ce que tu pourrais nous, avant qu'on rentre dans des choses un peu plus détaillées, spécifiques, nous dire un petit peu ta vision du management? Ma vision, en fait, des fois je parle de l'ABC du manager, c'est un peu un concept que j'ai développé. Le A, c'est plutôt l'autonomie. Moi, je crois beaucoup, en fait, à travailler sur l'autonomie. Le B, c'est le bien-être dans le collectif. Parce que de plus en plus, les salariés et nous-mêmes, hein, quand on va au boulot, on veut plutôt y aller par plaisir. Donc, on appelle ça le bien-être, plutôt que le plaisir, d'ailleurs. Et le C, c'est les compétences. Parce qu'en fait, on a chacun nos compétences, on a développé des compétences et on veut aussi acquérir de nouvelles compétences. C'est aussi un lieu où on se développe aussi. Voilà. Donc, c'est le ABC. D'ailleurs, le podcast que tu as fait récemment avec Adrien Chignard, là, je crois que c'est le numéro 408 de mémoire. Oula, je ne saurais pas te dire. Ouais, bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il est, quand tu le recherches, retrace aussi un peu ces 3 pôles qu'il a appelé un peu différemment, mais on retrouve ces fondamentaux. Ouais. Tout à fait, ouais. Voilà, et après, on va dire le management, moi, ça fait 25 ans que j'en fais, mais en même temps, je trouve que ça évolue. Ça a aussi évolué entre ma vision il y a 25 ans. Je suis aussi passé par une phase peut-être d'un management plus libéré. Okay. Avec des démarches Opal, Frédéric Laloux, Jean-François Zobrist. Mais en même temps, je reviens un peu dessus, où je garde quand même bien sûr des fondamentaux, plutôt de management plus libéré, mais je crois aussi au positionnement d'un leader dans une équipe, où à un moment il y a des décisions à prendre. Et l'holacratie, je trouve, a aussi certaines limites en termes de prise de décision en l'occurrence. Voilà. Même si pour moi, ça a quand même été une vraie inspiration à un certain moment de ma carrière. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu la même évolution. D'ailleurs, je viens d'écrire une série une séquence de 4 mails qui n'a pas été publiée justement pour l'instant, où justement dans le 3e mail, je parle de mon parcours et voilà, où je dis à un moment, j'étais sur le management traditionnel, extrêmement command and control, etc. Puis après, et un peu à la pression, etc. Et puis après, mais j'étais très frustré hein, quand je manageais de cette manière-là. Et puis après, je suis allé dans un autre extrême, ou plutôt j'ai testé le management complètement libéré. Ça m'a pas trop convenu non plus pour différentes raisons. Et du coup, la voie dont je parle sur le podcast, elle est un peu, c'est la 3e voie quoi, pour moi. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'aspect hiérarchie, mais avec des aspects de libération, etc. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je le mettrai, si on est prêt pour le faire, je le mettrai en téléchargement juste en dessous du podcast, parce que j'ai l'impression que ça a été ton parcours aussi. C'est le privilège de l'âge, hein, on a pu essayer pas mal de choses. On a le même âge, donc voilà, mais c'est intéressant justement de voir ce que tu veux dire par là, et puis ce sera peut-être intéressant pour ceux qui nous écoutent de pouvoir aussi le lire dans la petite série que j'ai préparée. Après, la force que moi j'ai aujourd'hui dans le mode managériel, management de transition, c'est que c'est de le vivre en fait, tout simplement. C'est que le vivre, c'est aussi ce qui te transforme finalement. Et passer à l'action, c'est ce que j'apprécie. Donc je reste pas forcément que dans la théorie. Hein. Ouais. Et je pense qu'on apprend aussi plus vite quand on le vit soi-même. Oui. Et des fois, on est obligé de ralentir aussi ou de modifier certains concepts. Oui. Parce que ça se passe pas toujours comme prévu.
Donc c'est ça qui est passionnant, mais en même temps toujours en étant orienté positif. Ouais. Quelquefois, la réalité te donne des leçons. Exactement. C'est beau dans le bouquin, mais au moment où tu mets en action, tu te dis, ça va pas marcher là. Ouais. Face à l'obstacle, on est des fois un peu obligé de s'adapter, donc voilà. Donc c'est vraiment, en tout cas, ça a vraiment été une chance dans le groupe EDF qu'ils ouvrent cette porte aussi, on va dire de profils un peu comme les miens où on expérimente des choses, mais ouais. Donc c'est pas courant à faire en fait dans les entreprises d'embarquer en fait de management de transition. Ouais. Des profils qu'on trouve à l'externe. Mais en même temps, moi, ça me permet, quand je vais dans les équipes, je connais leur métier, donc c'est un vrai accélérateur. J'ai déjà utilisé dans mes entreprises une manager de transition, donc je vois à peu près ce que c'est, mais ça m'intéresserait que tu expliques à tout le monde de quoi on parle exactement. En plus, apparemment, toi, tu as une caractéristique, c'est que tu es manager de transition, mais tu n'es pas extérieur à EDF, tu fais partie d'EDF. Donc explique-nous un petit peu ce que c'est que ce poste-là. Ouais, pour moi, il y a vraiment 4 catégories presque de manager de transition. Hein. Si je te les décris, c'est la gestion de situation de crise, hein, où tu peux faire du management de transition. Il y a la gestion d'une transformation. Ensuite, il y a le management relais, où tu prépares le terrain pour un nouveau manager, et la gestion de projet. Si je donne les grandes catégories, moi je suis plutôt en mode management relais ou gestion de situation difficile, okay, en interne. Hein. Voilà, donc oui, je pense que c'est pas très courant en fait de l'avoir embarqué en fait dans l'entreprise. Après, sur les grosses structures, ça peut peut-être se trouver. Hein. Après, je sais pas si je rentre tout de suite dans le détail on va dire des grandes étapes quand je vais dans ce type d'équipe. Bah, peut-être que tu pourrais nous donner peut-être des exemples concrets de situations pour dire comment, peut-être des exemples de missions ou des choses comme ça, si tu en as en tête. Ça va déjà nous voir un petit peu quelle situation, puis de nous poser les questions. Parce que une question qui va venir assez vite, c'est... par exemple, quand tu fais du management relais, c'est une période brève. Tu as expliqué que dans les valeurs, il y avait la confiance. Tu as même dit c'est pas seulement une valeur, c'est surtout un résultat. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Mais on peut se dire, ouais, mais la confiance, on l'a pas d'entrée, quoi. Comment on fait pour l'établir rapidement? Tu vois, il y a plein de questions comme ça qui vont nous venir. Et ça va être intéressant de comprendre comment tu fais, parce que je pense que ta méthode, tu l'as développée au fur et à mesure des missions, et tu as dû remarquer qu'il y a des trucs qui fonctionnent bien et d'autres moins, donc ça va vraiment être précieux pour nous, pas seulement pour les gens qui font des managements de transition, mais pour des gens qui font du management tout simplement, pour pas se planter, quoi, pas partir dans une mauvaise direction, gagner du temps, etc. Si tu avais des exemples concrets, peut-être qu'on pourrait, et puis après peut-être qu'on pourra s'amuser, ou tu pourras t'amuser, si tu l'acceptes, à nous retracer un petit peu toute ta méthodologie étape par étape. Mais déjà, voilà, est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête? Oui, après, il y a différentes situations où je suis déjà intervenu, notamment sur des situations qui peuvent aussi être externes à l'entreprise. C'est un arrêt maladie ouais, qui peut arriver, où on se retrouve dans une situation où il faut remplacer, mais sans remplacer, parce que c'est délicat aussi, finalement. Je trouve que c'est vraiment la place, du coup, pour le manager de transition, parce que c'est clair dès le début pour le collectif, ouais, qu'il est là pour une durée limitée. Hein. Et après, on peut avoir d'autres situations de mutation rapide qui peuvent des fois s'opérer, mais on n'a pas trouvé le successeur, ou on l'a trouvé, mais il y a une évolution entre-temps, et finalement, il n'arrive pas la bonne date, on va dire. ok. Ou alors il y a une situation où il y a un arrêt maladie du manager et pour différentes régions, mais en tout cas il n'est pas là, il va pas forcément revenir non plus. Donc, dans tous les cas, les gens dont tu vas t'occuper savent que tu vas pas rester. Oui, exactement. Donc ça, je pense, c'est très clair dès le début, et quand je me présente, je le dis clairement. En général, mes durées de mission sont entre 4 et 8 mois, mais en tout cas, quand je prends ce type de mission,
je m'engage à rester. C'est-à-dire que je reste jusqu'à ce que le nouveau manager arrive. Ouais. Ouais, donc, c'est pas toujours clair au début si ça va durer 4, 5, 6, 7, 8 mois. Voilà. En général, les missions les plus longues que j'ai faites, c'était 8 mois. Mais oui, et finalement, c'est aussi un confort parce que pour moi, de l'expliciter dès le début. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un confort. Et en même temps, je me dis, parfois, ça doit. Je veux dire, tu peux avoir des gens qui disent, bon, bah, il est là pour 4 mois, on n'est peut-être pas obligé de. Tu vois ce que je veux dire, de vraiment le prendre en compte. Il est là pour assurer l'intérim. On n'a qu'à faire notre boulot au minimum ou pas trop s'engager. Enfin, tu vois, il y a cette question. Justement de la durée, quand un manager arrive, puis on sait que bah, il va être là définitivement, etc. On a peut-être plus de, comment dire, on se dit bah je suis obligé de composer avec lui. Alors que si c'est quelqu'un qui est là pour 4 mois, ma foi, on laisse passer l'orage et puis on verra bien le mec qui arrivera derrière, etc. Tu vois. Et du coup, ça m'intéresse un peu de connaître comment tu déroules c'est quoi ton processus en fait? Ta méthodologie, par quoi tu commences, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu es attentif, etc., etc. Forcément, au bout de quelques missions, beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que tu as modélisé? Ouais. C'est exactement la question que tu poses aussi. Donc, oui, j'ai fait le travail. En tout cas, ce qui rassure managérialement, c'est que ça se modélise en tout cas. Même si chaque fois que je vais dans une équipe, on m'explique qu'elle est différente, ou les salariés me disent c'est différent chez nous, c'est pas comme chez les autres, les ouvrages sont pas les mêmes. Enfin, je te passe toute cette phase-là, mais en même temps, tu te rends compte que les fondamentaux sont les mêmes. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ouais. Ça montre aussi que c'est un vrai métier, on va dire. Ouais. En tout cas, les étapes que je me donne, c'est vraiment au moins 4-5 semaines que j'appelle observation. Ouais. Voilà, où là, je rentre en fait par deux voies. La première, je fais vraiment de l'immersion dans leurs activités. Okay. Je me mets en bleu, tout simplement, équipé avec les protections individuelles qui vont bien, et je travaille avec eux. Même si c'est bien eux qui ont les compétences, mais j'essaie de comprendre comment ils bossent et quelles sont leurs difficultés en l'occurrence. Et je trouve que c'est vraiment une belle période parce que c'est là qu'ils se livrent vraiment. Et c'est important aussi qu'ils voient que le manager s'intéresse à leurs difficultés, à leurs problématiques et leur activité tout simplement. Et au bout de deux semaines à peu près, 2-3 semaines, c'est que à partir de là que je fais des 1 à 1 avec tout le monde. Donc ça, c'est une phase qui prend un peu de temps, mais qui pour moi est importante. Donc en fait, si tu le fais trop tôt, je trouve que tu loupes beaucoup d'informations parce que Jean-Pierre va parler de Paul, et toi tu connais pas les gens et donc tu es perdu au bout d'un moment. Donc c'est mieux quand tu connais un peu quand même leur environnement, l'écosystème et les salariés eux-mêmes. Donc dans la phase des 1 à 1, c'est là que ça devient très riche parce que tu connais leur métier, entre guillemets, leurs problématiques. Après, tu rentres vraiment en 1 à 1. Et c'est vraiment une étape importante pour moi où je commence à construire la culture d'équipe. Voilà. Ok. Quand ils me disent ça c'est super, ça marche bien, ou alors là on a des difficultés, il faut vraiment qu'on évolue progressivement. Ça construit, en tout cas pour moi, la phase construction d'une culture d'équipe. C'est vraiment ce que j'ai d'ailleurs appris avec l'outil des managers. Et j'ai vraiment mis en œuvre sur la dernière mission là, qui est en cours actuellement. Et donc le petit plus que j'ai rajouté, peut-être par rapport à ce que j'écoute dans l'outil de manager, je construis aussi un peu une culture côté encadrement. J'appelle ça le cadre de cohérence managériale. C'est aussi des règles qu'on se donne entre guillemets côté encadrement. Ok. Donc ça je le pose en fait au bout de 5-6 semaines dans le collectif. Donc là je présente la culture d'équipe et je présente aussi le cadre de cohérence managériale. Je suis vraiment transparent sur le sujet. Et après en fait j'applique vraiment le volet ce que tu décris souvent comme l'observation comportementale.
Moi, je suis pas psy, je rentre pas dans la tête des gens, je vais pas changer leur méthode de réflexion ou leur méthode de leur pensée, mais en tout cas, ce que j'observe, c'est leur comportement qui est ou qui n'est pas en cohérence avec la culture d'équipe. Et après, je fais du feedback, je déroule en fait. Je fais du feedback, donc je privilégie la fréquence et l'intensité, où j'y vais souvent. Et je rappelle qu'on est dans le cadre ou qu'on n'est pas dans le cadre. Et je trouve ça c'est une étape qui demande quand même un peu d'énergie. Ouais. Donc, faut tenir dans la durée parce que c'est un peu énergivore, on va dire. Et progressivement, on rentre l'équipe dans le cadre, ce que j'appelle des fois aussi le terrain de jeu, le cadre de cohérence, qui est affiché clairement. Et après, au bout de 3 mois, je trouve qu'on converge vraiment très bien dans le cadre. Okay. Donc, d'où l'importance de le poser dans la phase donc observation. Après 2, j'appelle ça cadre de référence. Donc culture d'équipe et cadre de cohérence managériale. Et là, après, je construis une vraie feuille de route avec l'équipe que je déroule après sur le 2e et 3e mois. D'accord. Je vais reprendre les phases. Tu m'as dit phase d'observation, pendant laquelle tu mets pas en place le 1-1. Ensuite, une phase où tu mets en place le 1-1, donc certainement que tu construis la relation, etc. etc. Je l'intègre, on va dire, dans la phase d'observation. J'ai la phase d'observation terrain et les 1-1, je les mets aussi là-dedans. En fait. D'accord. C'est simple. Pendant la phase d'observation, est-ce que tu passes des messages? Est-ce que tu prends des décisions? Est-ce que tu commences à tracer la route? Ou tu es vraiment en observation pure? Ouais, assez rapidement, je travaille sur les rites et rythmes quand même de l'équipe. D'accord. Donc ça, faut pas trop traîner parce que, par exemple, dans l'équipe où je suis en ce moment, j'ai mis en place des débriefings de fin de journée. Donc tous les soirs, on commence tôt dans ces équipes, 7h, 7h30. Donc le soir, on finit vers 17h. Donc j'ai mis en place un 16-45. J'ai appelé ça le 16-45 d'ailleurs. C'est un débriefing de fin de journée qui dure 10 minutes, un quart d'heure. En fait, le message que je leur ai passé, qui tourne toujours un peu autour de la confiance. Moi, je vous fais confiance. Vous avez vos compétences. Vous avez un planning. On va pas vous dire tous les matins ce qu'il faut faire. Par contre, en fin de journée, on a besoin de savoir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et comment on ajuste pour le lendemain. Voilà. Okay. Donc ça, c'est un rituel journalier que j'ai mis en place. Là, j'attends pas effectivement un mois. Ça, c'est assez rapide, qui donne aussi un peu la convergence vers des valeurs que je pose assez rapidement. D'accord. C'est-à-dire que quelque part, tu leur mets un miroir, en fait. Tu leur dis, voilà, j'ai vu ça, j'ai observé ça, j'ai noté ça. Tu as une méthode, d'ailleurs, pour noter où tu... Ah ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis. J'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le premier mois, ça prend un peu de temps, y compris le soir, parce que souvent, moi, je suis loin de chez moi. C'est quelque part en France. Je prends toujours 20-30 minutes, j'appelle ça la feuille blanche, où j'écris tout ce que j'ai retenu de la journée. Ouais. Et plutôt en mode mind mapping. Donc là, au bout de 15 jours, on commence à converger vers des axes de travail qui après produisent la feuille de route. Mais ça, je trouve ça important de le faire. Je suis carrément tout à fait en phase avec toi. En plus, ça permet autre chose, parce que ça fait une espèce de petit journal. C'est quelque part, ça nous empêche de vouloir aller trop vite et vite de juger la manière dont c'est fait. Ça nous permet juste de dire, tiens, j'ai observé ça, ça m'a étonné, etc. Sans forcément le dire aux personnes, parce que on est en période d'observation. Et je trouve que le deuxième grand intérêt de ce petit journal, c'est que quand tu vas le reprendre un mois ou deux après, si tu le relis, tu vas dire oula, heureusement que j'ai pas suivi mon idée première qui était ça faut le changer, parce que je me serais complètement planté, je serais passé à côté de ce truc-là que j'avais pas encore compris. Donc là, pour moi, s'il y a un message, une phase d'observation, c'est une phase d'observation. C'est pas le moment où on commence à tout révolutionner. On est très tenté de le faire, surtout quand on est un jeune manager, qu'on veut faire ses preuves, etc. Et il faut vraiment se réfréner. Avec la pratique, on apprend ça. Ouais, ça je partage vraiment, parce que c'est vraiment un risque. On tombe rapidement dedans.
c'est qu'on veut aller trop vite au début. Ouais. Donc, des fois, moi, je préfère prendre 1 semaine ou 15 jours de plus pour être sûr que ça soit la bonne décision, surtout au début. Ouais, parce qu'en vrai, tu gagnes du temps. Ah ouais. Ok. Après la phase, donc observation terrain et observation, on va dire, en mode 1 à 1. Là, pareil, hein, je pense que j'ai évolué dans les 1 à 1 pour être encore plus à l'écoute. Je prends des notes aussi. Je pense que c'est aussi un respect vis-à-vis de la personne avec qui on fait un 1 à 1. D'ailleurs, c'est marrant parce que même quand nous-mêmes on fait des 1 à 1 ou qu'on est avec nos supérieurs, c'est toujours intéressant de voir s'ils prennent des notes ou non. C'est un peu vexant s'ils en prennent pas, tu veux dire? Bah oui, ça peut arriver, mais en tout cas, s'il n'y a pas de prise de notes, quand on le pratique soi-même, en fait, on note l'importance aussi d'appliquer à nos collaborateurs ce qu'on voudrait qu'on applique à nous-mêmes. Ça, c'est vrai. C'est un truc que je crois que j'ai jamais dit sur le podcast, et c'est vrai, tu mets le doigt dessus. Moi, je dis, la prise de notes, elle est importante parce que déjà, quand vous notez, vous interrompez moins parce qu'on peut pas noter et parler en même temps. Donc, ça permet de moins interrompre l'autre. Ça permet aussi de pas avoir le contact visuel avec l'autre en permanence. Parce qu'il y a des gens, quand on les regarde dans les yeux, ils ont du mal à parler. Donc, quand t'as la tête comme ça, puis que tu notes, c'est comme une porte, t'as la tête baissée. Donc, la personne, il n'y a pas donc elle va plus se livrer. Et puis, t'as raison. Le fait que tu notes, ça veut dire que tu considères que ce qu'on te dit est important. Donc, quelque part, et ça, c'est primordial dans une entreprise, la raison pour laquelle les gens sont malheureux dans leur poste, le premier truc qui revient dans la plupart des études, c'est le manque de reconnaissance. C'est ce serait moi ou un autre, on s'en fout, ce que j'ai à dire, on s'en fout, etc., etc. Le fait que tu prennes des notes, justement, ça vient en contradiction avec ça. Et puis, évidemment, ça te constitue aussi ta base de données de connaissances de chacune des personnes, et ça va te permettre de construire la suite, probablement. Donc les 1 à 1, moi j'ai plutôt une fréquence tous les 15 jours. Ah, d'accord. Ouais. Je suis un peu en écart par rapport à ce que tu préconises. Mais et du coup, tu arrives à tenir une demi-heure quand même ou bien... Ouais. Ah, ok. Ouais. Après, la difficulté que j'ai souvent dans les 1 à 1, c'est que, bien sûr, la première étape qui est la phase d'observation, je vois tout le monde. Ouais. Donc là, tu peux pas le faire dans la durée. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois pas que l'encadrement, tu vois tout. Dans la première phase, je vois tout le monde. Ah ouais, ok. Donc 30, donc c'était 1 à 1, mais en mode, on va dire, je fais une fois, des fois je le refais une deuxième fois dans la mission des 8 mois. Par contre, après, bien sûr, je vois mon encadrement proche à la fréquence que j'ai cité tout à l'heure. Donc ça, c'est assez important. Et je pense que ça les monte aussi en culture. Et ça fait aussi partie de notre cadre managérial, finalement, qu'on se donne. Là où des fois j'ai plus de difficultés, c'est qu'eux-mêmes, ils le fassent avec leur collectif. Ouais. Donc après, moi je dis toujours, quand on engage, il faut la tenir dans la durée. On peut pas juste dire... C'est un engagement. Ouais, c'est pour ça que moi je trouve que c'est plus facile de tenir un engagement toutes les semaines que tous les 15 jours, bizarrement. Ouais. C'est un peu comme le sport, si tu en fais tous les jours, tu te poses pas de questions. Si tu en fais de temps en temps, en général, tu as du mal à installer le rituel. Ouais, en tout cas, moi je pense que c'est vraiment un outil très puissant. Moi, la culture, je t'ai un peu expliqué tout à l'heure, moi je la compose vraiment dans la phase d'observation. Ouais. Et après, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que moi, quand je fais ma mission management de transition, je le fais toutes les semaines, lundi, mardi, mercredi, plein temps avec l'équipe. Je reste, ne disperse pas, je suis vraiment dédié au collectif. Je vais pas dans des séminaires divers et variés, je reste vraiment avec l'équipe. Ouais. Et du coup, ça sous-entend, même donc le jeudi, vendredi, souvent je suis pas physiquement avec eux, même si je travaille pour eux à distance, mais je suis pas dans le collectif. Donc tout simplement, je suis absent physiquement. Et c'est là que c'est intéressant parce que tu vois comment ça évolue quand tu es absent. Exact. Et en fait, je me suis pas rendu compte en fait de finalement le fait d'être absent au début, ça me posait presque souci de dire mince, je suis pas là le jeudi, vendredi. Mais en fait, j'ai compris que c'était plutôt une force de voir comment l'équipe évolue quand je suis pas là.
Et du coup, je pense que ça détend aussi certains managers qui peuvent des fois se questionner parce qu'ils sont pas là tous les jours. Mais en tout cas, avoir du feedback de ce qui s'est passé quand tu es pas là. Exact. Pour moi, ça dénote vraiment de comment évolue le collectif. Et je peux te Exact. dire qu'il y a des choses qui se passent quand tu es là et quand tu n'es pas là. Et c'est là que tu vois si tu converges progressivement vers ta culture que tu veux porter. Hein. Exact. Ouais. En fait, moi je dis souvent, là, tu vois la maturité, la qualité d'un manager quand il est absent. Mhm. Parce que ce qui va être vraiment intéressant, surtout dans ton cas de figure où tu dois assez rapidement mettre en place la bonne culture d'équipe, ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir justement l'écart entre ce qui se passe quand tu es là et ce qui se passe quand tu n'es pas là. Tant qu'il y a un écart, c'est que tu es sur une culture visée et tu n'es pas sur une culture réelle. S'il n'y a plus d'écart, c'est-à-dire les gens sont autonomes, mais dans le respect de la culture qui a été décidée, eh bien, tu es dans de la culture réelle. C'est-à-dire que les deux choses correspondent. Et à partir du moment où tu réussis ça, ça veut dire que tu peux être absent encore davantage. Et ça veut dire peut-être pour toi, je suppose, puisque tu es un manager de transition, que tu pourras passer le relais facilement. Parce qu'en fait, tu auras créé quelque chose pour ton successeur qui est, comment je veux dire, modélisé, ça tu pourras dire, bah voilà, ce qu'on a mis en place, c'est ça se passe telle manière, telle manière, telle manière. Tant que t'as pas réussi ça, t'es un peu dans le chaos en fait. Ouais, donc c'est assez intéressant ces 2 jours hein, quand j'y suis pas parce que Ouais. même si je me connecte quand même, on va dire, le rituel que je me donne quand même, c'est d'être présent en distanciel sur le débriefing de fin de journée. Ouais. J'ai quand même une connexion que je garde et je tiens vraiment à la garder. Bah, c'est encore mieux parce que du coup, tu peux comparer comment se passent tes débriefings Ouais. quand tu as été là et comment se passent tes débriefings quand tu n'as pas été là. Ouais. Et peut-être qu'au début, il y a des écarts. Ouais, ouais, après, typiquement, quand je peux l'illustrer, quand il y a moins de respect entre eux quand tu es là et quand tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas encore dans ta culture C'est ça. cible, tu vois. Mm. Et c'est vrai que souvent, il y a des choses qui se passent quand tu n'es pas là. Donc, Mm. c'est Ah ouais. c'est assez intéressant. Bah, pour faire un parallèle qui parlera peut-être aux gens qui nous écoutent, euh, il y a qui est pas forcément du domaine du management de transition, mais quelquefois quand les gens partent en vacances et que toi tu restes en tant que manager, tu te retrouves à une position hiérarchique un peu différente parce que Mhm. soit tu fais à la place des gens que tu manageais habituellement, ou soit tu dois manager des gens que tu n'avais pas en direct. Et souvent, tu te dis, ah, il y a des écarts quand même entre ce que je croyais, ce que je m'imaginais comme culture, c'est-à-dire comme mode de fonctionnement, et ce qui se passe réellement sur le terrain. Et souvent, alors on peut être déçu avec ça, mais en fait, c'est plutôt une grande source d'enseignement. Et en général, ça permet un petit peu de se refaire la liste de ce qu'il faudrait faire évoluer dans notre équipe. Ouais, ouais. Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire que voilà, on va dire que tu es déjà, tu arrives vers ta fin de mission, tu dois préparer, tu dois te préparer à passer le relais en fait. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire passer le relais et surtout comment tu fais ça maintenant que tu as de l'expérience, tu peux peut-être nous dire en général comment on fait pour passer le relais parce que je pense que ça pourrait être aussi utile aux gens qui nous écoutent, qui changent de fonction ou qui montent d'un cran ou qui font monter une personne dans leur équipe pour qu'elle devienne manager à leur suite. Comment tu pourrais nous modéliser, je dirais, la dernière étape de ton processus qui est le passage de relais? Bah, le passage de relais, en tout cas, dès que j'ai le nom du successeur, même s'il n'est pas connu dans le collectif, Ok, moi je me mets vraiment en lien avec le nouveau manager, autant par téléphone qu'avec des outils numériques. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des outils de partage qui sont assez efficaces, donc il peut commencer à vivre, on va dire, la vie de ce qui se passe dans le collectif par ces 2 canaux en fait. Hein. mhm, Et après, donc du coup, dès qu'il est connu par le collectif, bien sûr, ils savent que je vais pas rester, donc forcément c'est bien de donner le nouveau nom et après on l'intègre progressivement dans le collectif.
Néanmoins, il y a une phase importante, c'est quand la personne vient physiquement la première fois dans l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est d'ailleurs ce que je fais beaucoup quand j'accompagne des managers en prise de fonction. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent sur les 3 premiers mois, ou les 100 premiers jours. Où je suis d'accord. Je les accompagne vraiment sur qu'est-ce que tu fais. Je dis, mais j'y vais jouer, mais concrètement, qu'est-ce que tu leur dis, en fait, aux salariés le premier jour, dans la première prise de parole. Et des fois, c'est un peu... on ne prend pas à la bonne hauteur, en fait, ces premiers contacts. Donc, c'est important j'accompagne en tout cas le nouveau manager dans cette première phase, d'autant plus que moi je connais quand même bien l'équipe. Ouais. C'est facilitant aussi pour le nouveau manager. Et après, moi, tout ce que je construis, on va dire, dans le collectif, je le construis pas pour moi, je le construis pour quelqu'un d'autre. Donc, il fait un peu différemment, d'essayer de construire aussi des choses assez simples, parce que si c'est des usines à gaz, de toute façon, ça va s'arrêter. Et je pense que ça m'oblige aussi, en tout cas, à rester raisonnable, en tout cas, à construire des choses assez simples à porter et assurer la continuité. Et je pense que c'est important pour le collectif. Il n'y a pas cette rupture, en fait. Il y a aussi une continuité, parce que, honnêtement, j'ai quand même des retours de fin de mission. Entre guillemets, la chance que j'ai, c'est que souvent, au manager, on dit les salariés sont... Quand tu pars, quand tu es muté, ils te disent tout ce que tu as bien fait, mais des fois, tu es obligé d'attendre la fin de ton mandat de 3, 4, 5 ans. Tu te dis, mince, ils auraient pu le dire plus tôt. La chance que j'ai, c'est que moi, c'est tous les 6, 8 mois où ils s'expriment. Mais en même temps, il faut assurer cette continuité avec le nouveau manager. C'est aussi un vrai défi pour le nouveau manager. Et du coup, moi, je disparais assez vite. Mais en fait, moi, je suis toujours surpris. Tu vois, tu as posé une question qui est toute simple. Bon, tu y vas, mais tu vas faire quoi? Et moi, je suis surpris du nombre de managers qui prennent un poste et qui n'ont même pas la réponse à cette question. Et leur donner une structure, c'est pour ça, moi, en fait, à la base, que j'ai créé Outils du Manager, c'est pour que quelqu'un qui prend un poste de manager sache immédiatement quoi faire en arrivant, que mettre en place, etc. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est facile de se griller le premier mois. Juste en disant un mot de trop, ou juste en prenant une décision, alors il ne faut pas prendre de décision, ou en ne mettant pas de rituel en place, etc. Pour moi, c'est absolument primordial d'avoir une structure. Et ce que tu fais, en fait, sûrement quand tu accompagnes des managers, c'est sûrement ce que tu mets en place, mais en fait, c'est ce que tu fais aussi pendant ton management de transition. En fait, tu prépares le terrain à quelqu'un d'autre. Et ça, quand même, c'est hyper confortable pour la personne qui arrive. Elle va pouvoir rentrer en fait dans les rituels que tu as mis en place. Parce que souvent, c'est un peu ce qui est difficile, hein, c'est cette mise en place de rituels. Les gens ne sont pas habitués, ils ne comprennent pas pourquoi, etc. etc. Après, tu vois, si tu me posais la question, quelles sont un peu les best practices que je mets en œuvre, je citerai celle-ci en fait, parce que vraiment, en dehors du management de transition, quand j'accompagne des nouveaux managers, je les incite ou je les accompagne vraiment pour rédiger sa propre feuille de route. Comment j'y vais, qu'est-ce que je fais, quel rythme je me donne, est-ce que je fais du 1 à 1, est-ce que je vois tout le monde, est-ce que je suis une affaire de A à Z, est-ce que je vais sur le terrain, bon, bref, tout ça, c'est un peu modèle, enfin, il le décrit, hein, pas que dans la tête, à un moment, il faut s'asseoir, il faut l'écrire sur une feuille, ou informatiquement, même si ça sera pas tout à fait la même chose, mais en fait, j'incite vraiment, en fait, à le faire, et je trouve que c'est vraiment un outil puissant. Voilà, mais après, forcément, il y a quelques différences. Travailler vraiment sur la culture d'équipe. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Donc même après quelques années de management, on apprend toujours. Oui, puis le fait de modéliser les choses comme tu l'as décrit, en fait, ça permet... Parce que la culture d'équipe, c'est un concept, ça veut rien dire en soi. Qu'est-ce qu'on met derrière? Et pour moi, derrière la culture d'équipe, il y a les comportements d'équipe. Donc, il y a l'aspect feedback, il y a l'aspect, etc., etc. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais 3 best practices à proposer, ou moins ou plus, mais est-ce qu'il y aurait des trucs fondamentaux que tu aurais envie de partager? Je l'ai un peu cité tout à l'heure, hein, c'est vraiment prendre le temps avant les prises de poste. Je pense que c'est important de se préparer. Sur des choses très, très pratico-pratiques et très opérationnelles. Hein, je sais pas.
souvent quand j'accompagne, ils sont étonnés parce que voilà, qu'est-ce que je dis le premier jour, voilà, enfin des choses très Hyper basiques, important. hein, mais hyper importantes. Hein, voilà. Et la culture d'équipe, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur la mission dans laquelle je suis en ce moment, sur l'observation de comportement. Ouais. Et après, on converge progressivement vers la culture d'équipe. En tout cas, ça donne un vrai point d'accroche parce on l'a partagé avec le collectif. Mhm. Euh, et, euh, et la force du 1 à 1, Ouais. où j'emboîte bien sûr le feedback. Mhm. Donc tout ça, tout ce que je dis là est très lié, hein, finalement. Mhm. C'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé du feedback, mais c'est vraiment. Mais tu l'as évoqué parce qu'à un moment, tu as dit un truc qui pour moi est primordial, c'est on change pas les gens, on n'est pas des psys. Tu as dit ça à un moment. Mhm. Et c'est vrai, on n'est pas des psys, donc le but, c'est pas d'arriver dans une équipe et croire que tu vas changer la mentalité ou les pensées profondes des gens. Je veux dire, essayer de faire ça, c'est dangereux parce que d'abord c'est intime ces choses-là, et donc je pense que on doit avoir des limites dans le travail, mais en plus c'est quasiment voué à l'échec puisqu'un psy sait pas le faire. Et donc, nous, on va plus croire, et tu as parlé beaucoup du comportement, on va plus croire à modifier les comportements, ce qui n'est pas la même chose. Quand tu fais un feedback à quelqu'un, c'est soit pour l'encourager à continuer un comportement qu'il a, et tu ne parles pas des pensées qu'il y a derrière, juste le comportement, ou ajuster le comportement qu'il a. Et encore une fois, tu lui dis pas, non, mais il faut que tu changes de mentalité, etc. Tu lui dis juste, non, tu vois, cette chose-là, quand tu l'as fait dans l'équipe, ça pose tel et tel problème, c'est ça l'impact sur l'équipe, il faut que tu le modifies. Je suis d'accord avec toi, c'est primordial. En plus, quand tu es dans un monde industriel, hein, c'est-à-dire que nous, on est sur des gros ouvrages avec la pression hydraulique, des fluides, Ouais. de l'énergie, de l'électricité. Bon, bref, faut vraiment être en mode observation du comportement parce que même on peut être déviant sans le vouloir des fois. Hein, Bien sûr. Parce qu'on est pris dans l'action, il y a un collectif, on est pris dans l'effet tunnel et voilà. Donc, voilà. Et alors, c'est tout l'intérêt du feedback, c'est qu'en fait, quand tu fais un feedback à un collaborateur, c'est parce que tu te poses comme extérieur à ce qu'il fait et tu l'observes. Et ça, pour les collaborateurs, c'est précieux. Souvent, on hésite avant de faire un feedback à quelqu'un parce qu'on se dit il va se vexer. Et en fait, la personne, elle se vexe jamais parce que tu lui fais un feedback. Au contraire, les gens, ils sont très preneurs de feedback parce que ils aiment bien savoir s'ils font bien ou mal ou voilà, etc. Les gens, ils se vexent quand on ne fait pas le feedback de la bonne manière. Donc, il y a une différence entre faire un feedback et comment on fait le feedback. Et tout l'intérêt d'avoir une méthode comme celle d'Outils du Manager, bah, c'est justement d'avoir un protocole pour faire des feedbacks qui soient pas vexants pour la personne, qui génèrent pas de pushback, qui lui donnent pas l'impression d'être jugé, qui ne lui donne pas l'impression que tu lui fais pas confiance, qui reconnaît quand même qu'elle est reconnue, etc., etc. Après, là, ce que je trouve intéressant, c'est l'étape, en fait, tu le décris aussi des fois dans tes podcasts, où ça devient naturel, en fait, où ça vraiment, où tu as gagné. Tu vois, enfin, je peux l'illustrer quand il y a de la vigilance partagée entre salariés, c'est exactement ce qu'on attend, que eux aussi soient capables de s'interpeller entre eux. Toi, typiquement, dans mes réunions de fin de journée, dans mes débriefings, au début, je posais la question, quelle est l'opération à risque du lendemain? Aujourd'hui, je suis plus obligé de la poser. C'est que naturellement, en fin de réunion, il parle de l'opération spécifique ou particulière ou à risque du lendemain. C'est ça. Et ça, c'est des petits détails peut-être, mais quand on écoute et quand on observe, il faut savoir les voir. Bah en fait, c'est le moment où tu te rends compte que tu auras moins de feedback à faire parce que c'est devenu un réflexe. Et un des trucs aussi qui est marrant, mais là c'est plus, c'est pas forcément dans le feedback entre collègues, c'est dans le feedback manager-collègue, collaborateur, c'est quand tu as un collaborateur, tu lui dis, au fait, je peux te faire un feedback, et il te fait, non, non, je sais, tu vas me dire que j'ai fait ça, que je fais ça, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être souvent observé et d'avoir des feedbacks, d'ajustement ou de renforcement, ça génère chez le collaborateur une habitude qui est de s'observer lui-même. Et de se dire, ah mince, là j'ai fait faut que je fasse. C'est marrant ce que tu dis parce que la semaine dernière dans l'équipe, il s'est passé quelque chose dans le couloir, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas grave, mais en tant que tel. Mais en tout cas, le salarié est retourné voir un de mes adjoints pour dire est-ce que tu penses que Jackie l'a entendu?
parce qu'il savait qu'en fait que j'allais aller le voir. Donc lui, je l'ai entendu et je suis allé le voir pour lui dire, je suis quand même étonné. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu es devenu prévisible. Et c'est ce que je conseille souvent à un manager, que d'être le plus prévisible possible. Alors, quelquefois, on n'aime pas que je dise ça. Mais en fait, si, la manière d'être le plus... Quand tu es consistant, cohérent dans tes comportements, ça fait que ton équipe, elle sait ce qui va se passer quand il se passe telle chose, etc. Du coup, quelque part, ça veut dire que tu n'as plus besoin d'être là aussi souvent, parce qu'eux vont savoir comment réagir. Ils vont se dire, ah bah Jackie, il m'aurait dit ça, donc etc., etc. Et ça aussi, c'est la voie vers l'autonomie, et ça aussi, ça veut dire que tu as mis en place, ça y est, la culture, elle est en place, qu'il n'y aura plus besoin que de la maintenir, et que c'est entre eux qui vont la maintenir finalement. Et quand tu as ces petits indices-là, en général, c'est que tu n'es pas loin d'avoir mis la bonne culture d'équipe en place, en fait. Ok. Voilà, le partage de mon expérience. Bah écoute, merci infiniment, c'était riche d'enseignements. Donc là tu as une mission en cours, elle se termine dans combien de temps, tu le sais déjà? Oui, elle se termine à la fin de semaine prochaine, donc tu vois, après 7 mois, ouais. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne fin de mission. Ça doit pas être évident d'ailleurs, ça veut dire que tu vas dire au revoir à des gens avec qui tu as travaillé de manière très proche pendant longtemps. Ouais, après c'est souvent aussi des moments avec une certaine intensité ou émotion, hein, où ils s'expriment aussi. Voilà. Par exemple, la dernière mission où je suis resté 7 mois avec eux, ils ont vraiment préparé mon départ, ils m'ont offert un livre qu'ils avaient composé avec des photos, chacun a mis un petit mot qui tournait beaucoup autour de la confiance, de la reconnaissance, du sens au travail qu'on a redonné. Ça c'est chouette. De l'écoute, de l'ouverture, voilà. Donc c'est assez intense aussi, je trouve, que les salariés s'expriment aussi positivement vis-à-vis de leur manager. Carrément, parce que c'est pas rare. Hein. Ok, bah écoute, je souhaite d'avoir une bonne fin de mission et que là encore, il te fasse un petit, un petit truc du même genre et puis une bonne continuation. Merci pour en tout cas ta contribution. Merci pour l'interview. C'était riche d'enseignements. En tout cas, merci beaucoup Cédric et merci à Outils des managers aussi pour ce que vous nous apportez au quotidien. Merci, ça me touche beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce partage d'expérience t'aura beaucoup apporté. Le management, en fait, c'est obtenir des résultats en respectant nos collaborateurs. C'est comme ça que je le définis. Et je viens d'écrire une suite de mails, de 4 mails, que j'ai appelé le nouveau management, qui va te permettre de faire la part des choses entre le management par la domination, le management par la bienveillance, et qui va t'expliquer comment j'ai trouvé une voie intermédiaire entre les deux, parce que je pense que aucune des deux voies ne fonctionne complètement. J'ai appelé ça le management respectueux et efficace. Si ça t'intéresse, il suffit que tu suives le lien en descriptif du podcast. Je te souhaite une excellente lecture et je te dis à bientôt dans les mails privés.